pourquoi c'est les riverains qui gagnent quand on demande d'enlever un banc. On est dans une zone de logement social où, a priori, c'est pas les propriétaires, les riverains. Ouais. Je pose la question. J'ai envie de dire que ça dépend des riverains, déjà, et ça dépend de qui est en face au niveau politique, parce qu'en général, c'est celui qui crie le plus fort qui gagne, et c'est des règles électoralistes, hein, bêtement, de ceux qui vont pouvoir, à un moment donné, crier plus fort que les autres, et on entend plutôt les gens qui se plaignent que les gens qui se félicitent d'une réussite. Donc en général, à des endroits, c'est souvent des gens qui sont ou connectés à des fédérations d'habitants très motivés, ou parfois à des partis politiques aussi, beaucoup, qui sont capables de faire pression sur tel ou tel élu, ou à des... En tout cas, nous, c'est souvent ce qui se produit après. J'avais une autre question sur les compétences, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une compétence des gars qui sont sur le banc du type business c'est des grands businessmen, ça c'est clair. Ouais. Après, c'est souvent des grands bordéliques et des fois des gros feignants. Mais non, c'est vrai que nous, c'est aussi ce qui nous a motivés à accentuer un projet de développement économique et à créer un volet business, accompagner certains jeunes qui n'avaient pas forcément identifié que des structures comme l'ADI, comme des démarches comme ça, un peu de développement social auquel on peut avoir accès si on a suffisamment les compétences et la curiosité pour aller voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que nous, on a juste parlé de quand on sort de la sérigraphie, on peut faire du t-shirt, on peut faire des produits, d'un coup, et si je m'associe avec un graphiste qui fait ça, et puis d'un coup, ça donne plein d'idées en fait. J'ai plusieurs questions. Mais comme je travaille au sein d'un service politique de la ville, est-ce que vous travaillez par le biais de contre les réseaux sociaux ou de ce type de demande de subvention ? On fait un peu les CUCS, pour être honnête, c'est des très petites enveloppes, donc on se dépense énormément pour avoir 1 500 € au bout. Donc non. Mais pour caricaturer, c'est vrai qu'on essaye de faire des groupements de recherche de fonds. Souvent, on a pour parler de l'économie propre des projets, on a plusieurs cas de figure. On a certains qui sont de la commande publique, donc là, on passe par du marché public un peu traditionnel. Sur d'autres, sur des projets on va dire automotivés, ou en tout cas qui viennent avec des habitants, là, on va essayer de faire des financements croisés, public-privé, en fonction du degré de personnes à impliquer. Si c'est sur une place publique, c'est vrai qu'en premier lieu, on ne peut pas avoir moins de la moitié du financement qui est assuré par la ville, parce qu'on ne va pas proposer quelque chose qui est entièrement venu nulle part. Quand on est sur, là, comme la cité Joliot-Curie, on va essayer aussi d'y associer le bailleur pour le faire bouger sur ces lignes. Et donc là, c'est nous qui opérons la recherche de financement sur ces lignes-là. Mais c'est vrai que les CUC, c'est assez... et puis en plus, c'est assez important pour certaines structures associatives qui n'ont que ce ressort-là pour être financées, donc pas tant. Comment vous faites pour mobiliser la population ? On s'installe, on sort de quoi manger et de quoi boire un verre, et puis le reste suit. Non, ça dépend. Souvent, on dit qu'il faut beaucoup de temps. Donc, que ce soit là, sur cette place à Belleville, ou sur Saint-Denis. Saint-Denis, c'est vraiment passé des choses vraiment très concrètes et très fortes après 4 ans, 5 ans. Et au bout de 7 ans, il s'est vraiment passé des choses incroyables, où là, d'un coup, il y a 2 mois, on a livré les clés du container pour en faire un nouvel espace, un abri de jardin, etc. Mais ça prend énormément de temps. Et surtout sur des endroits où on a des fois un tissu associatif qui n'est pas du tout soudé, qui est complètement aussi dans un sentiment d'abandon des pouvoirs publics en œuvre. On est missionné par une maîtrise d'œuvre qui elle-même a sur son site une autre structure qui s'occupe de l'assistance à la maîtrise d'œuvre, qui elle-même fédère des associations. Donc là, nous, on arrive presque en fin de course, où on a déjà maillé un peu tout le travail de solidité entre acteurs, et là, c'est suffisamment costaud. Donc nous, on propose la phase de chantier participatif et de la phase de co-conception. Sur un chantier comme Made in Joliot, là, on a pu être présent des fois de manière 3 fois par semaine à ouvrir notre atelier, à proposer des choses de manière très régulière. Ça dépend et de l'économie et de
du terrain. On ne peut pas être partout non plus très présent tout le temps. Donc, Et enfin, est-ce que vous vous posez la question de la pérennité? Je dirais que ça, on se la pose tous les 6 mois, tous les ans depuis 7 ans. Après, sur la pérennité et de ce qu'on construit, par exemple là, sur les mobiliers qu'on a fait, ils sont rentrés ensuite au patrimoine de la ville, alors que c'était pour du mobilier pas forcément pérenne. Sur d'autres cas, en tout cas sur la pérennité de notre structure, c'est vrai que le fait qu'elle se réinvente presque et qu'elle soit mouvante et qu'elle avance comme ça de manière vraiment tantôt en grossissant, tantôt en allant sur d'autres lieux, etc. Aujourd'hui, c'est une question presque qu'on a laissée de côté, sinon on ne ferait pas, quoi. Juste une question très simple. La part d'administratif, de recherche de subventions, de montage de dossiers administratifs, aujourd'hui, on a de la part en temps réel vraiment d'ateliers, ouais. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait ça à 100% du temps, qui est chargé de toute la partie finance, recherche de sous, qui est essentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 choses sur l'expérience à Venise? Vous l'avez évoqué au début de Metavilla? Oui. Peut-être le rapport avec ce que vous faites aujourd'hui, si on a... Oui, c'est vrai que le rapport avec... Et peut-être juste un mot pour l'expliquer à nos étudiants, peut-être ils ne connaissent pas le projet. Oui, c'est vrai que je vous invite déjà à aller voir l'expérience déjà par rapport à ce que vous pourrez glaner, mais ce que Bouchin a fait là, c'était en collaboration avec Daniel Buren, où il a invité, Bouchin a lui invité des étudiants qui étaient en fin de diplôme d'architecture de l'école de la Villette à construire le pavillon, donc qui était le pavillon de l'architecture pour représenter la France, dans une proposition où Metavilla, qui était à la fois Metavie ici, de dire on va passer 3 semaines à vivre dans le pavillon et à l'habiter tout autant qu'à le construire comme un working process qui serait pas fini, où d'un coup les architectes se sont mis à fabriquer le pavillon, plus seulement à le dessiner derrière leur ordi. Donc ils ont construit en structure échafaudage toute la structure. Je vous invite à aller regarder les vidéos parce qu'elles sont très prenantes. Notamment, c'est le collectif qui existe, qui lui a réalisé le pavillon. Et donc, pendant 3 semaines, il y a eu des séances de beaching, de manger, de cuisiner, de faire venir des produits, de faire des salles de fête, de jeux, de détente, des hamacs, des igloos, plein de choses qui finalement étaient du ressort de ressentir l'architecture presque, plus seulement la pensée loin à distance. Et c'est vrai que ça a ouvert la porte à plein de choses derrière. Moi, je suis contente aussi aujourd'hui d'être dans une école de design, mais je le disais tout à l'heure, on est surtout aujourd'hui avec des étudiants en archi et sur des sections d'urbanisme, parce que ça commence à faire école et que finalement, c'est un peu sur une continuité, j'ai envie de dire, de choses qui commencent à bouger, de l'architecte qui en a marre de faire des plans sur son ordinateur, et je pense que beaucoup d'entre vous se posent un peu ces questions de quelle finalité de métier on va faire, et entre des grosses tendances de Fab Lab, entre des viabilités de projet, entre se reposer toutes ces questions-là. C'est vrai que, en tout cas d'un point de vue de l'architecture, ça a bougé. Alors, ça a bougé si on regarde à tous les niveaux, hein. Dans le design, ça a bougé aussi bien plus tôt. Metavilla, c'est 2004, donc ça reste quand même tard, mais c'est vrai que derrière, ça a fait une sorte de famille, de collectifs aujourd'hui, de collectifs qui sont, nous aujourd'hui, on est regroupés, donc on a un réseau qui est pour l'instant relativement informel qui s'appelle Superville, donc vous ne trouverez pas encore forcément de choses dessus, mais qui regroupe 30 collectifs. Donc aujourd'hui, vous avez les gens qui sont dans la continuité de personnalités telles que Gabi Farache qui nous a quittés, mais du bruit du frigo. Vous avez des gens qui sont sur Strasbourg, sortis d'étudiants, collectif ETC, qui sont en architecture sur la construction. Voilà, il y a tout un tas de collectifs aujourd'hui qui s'emparent d'une autre manière de construire, qui remettent le geste aussi à un autre endroit, et à un niveau européen aussi où ça bouge énormément. Vous pouvez aller voir le réseau Wonderland dont on fait partie. À chaque fois, c'est des noms hyper fun parce que je pense qu'il faut mettre un peu
de positif. Sinon, effectivement, il y a, sans être dans un côté naïf et juste bêtement festif, hein, mais en tout cas dans une vision de la ville un peu moins technocrate et laborieuse. Voilà, vous pouvez aller voir des choses dessus. Le collectif existe aujourd'hui. Vous aurez il y a différents groupes de projets qui se sont construits, mais voilà, allez voir. C'est vrai que les vidéos sont bien parlantes et les types de projets aussi, de ce qu'on peut trouver. Bien. Question pour Angèle? Oui, concernant les productions des usagers, finalement, des habitants, est-ce que ce sont eux-mêmes qui produisent leur propre forme, qui génèrent leur propre forme, ou c'est vraiment le collectif qui diffuse une idée, une orientation, parce qu'on va particulièrement à un graphisme bien ciblé, typique, actuel, avec du Géliot, comme vous disiez, avec du festif, etc. Le curé est quand même coupé, donc il y a quand même une attention spécifique, un regard quand même assez axé et ciblé. Donc comment les usagers utilisent justement ce graphisme, etc. Est-ce qu'eux-mêmes l'utilisent? Alors il y a plusieurs degrés de réponse, je dirais. Il y a une partie sur la partie formelle et création de ce qu'on va produire en tant que mobilier. Nous, on a des ateliers qui sont assez ciblés, pas avec, qui sont ciblés avec des groupes de personnes. Donc par exemple sur le bambac, sur les guitounes, sur le bambanquette, sur d'autres choses qu'on a pu faire. Où c'est des ateliers où nous on propose les outils pour que les gens posent leur cahier des charges et du coup, une fois que les usages sont repérés, on accompagne la forme, mais souvent il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Enfin, sur le Joliot Terrace Club par exemple, les jeunes ont presque tout pensé. Nous après on va intervenir sur des détails techniques, quoi, de comment on fait des assemblages pas trop affreux et comment les choses font pour... Mais finalement, nos outils permettent de générer suffisamment d'idées. Sur la partie graphique, nous, on ne dissocie pas un graphisme qui servirait à la communication et qui est souvent diabolisé comme quelque chose de très publicitaire, mais qui fait partie de nous, de nos outils. Je vous ai apporté, mais je n'aurais pas forcément l'occasion des journaux ou des choses qui permettent par exemple des posters où ça nous permet de raconter. Donc là, on ne le fait pas nécessairement en co-conception, mais ça nous permet de... Voilà, là, c'est l'exemple d'un poster sur la farine de potager. Ça nous permet de dire ce qui s'y passe de manière assez simple et avec une attention aussi qui ne serait pas que portée sur des publics attentifs ou réceptifs à des choses un peu belles et joyeuses, quoi. Enfin, sur des endroits où ça fait aussi plaisir d'avoir des lignes qui ne sont pas forcément habituelles, de l'affiche A4 noir et blanc imprimée où personne n'a envie d'aller à la réunion parce que c'est écrit en tout petit au fond qu'il y a une réunion publique. Donc voilà, nous, ça c'est notre parti pris de dire que bien communiquer, ça fait aussi partie du projet. Juste la question de est-ce que les gens justement participent à ce bien communiquer, comment on peut avoir une pédagogie autour de ce bien communiquer? Alors nous, sur la partie... C'est comme un atelier d'art plastique où on va donner des formes, on va créer des formes. Ouais, ça on fait pas d'atelier sur ça. On va faire si on a des demandes. Là, on avait des jeunes de 20-30 ans sur la cité qui s'étaient montés en structure et qui voulaient de l'aide pour faire leur logo, etc. Là, on va les accompagner sur un côté plus professionnel, en fait, de dire, voilà, il faut pour faire une plaquette, comment on s'y prend, etc. Mais on va pas faire ça pour... on va pas faire de discours... Non. Oui, mais je crois qu'en dehors du graphisme, vous avez souligné tout à l'heure que les banques qui ont été fabriquées, etc., ont été faits en co-conception avec les adolescents. Oui, c'est pour ça que le mobilier, en fait... Le graphisme, non, mais le mobilier... le graphisme, souvent, on communique sur le projet, alors il se peut qu'il y ait... Alors le papier peint, c'est encore autre chose parce que les gens réalisent leur papier peint, donc là, on les accompagne dans fabriquer leurs motifs, donc effectivement... Mais bon, ça ne participe pas forcément de communiquer sur la partie papier peint, disons qu'il va y avoir un graphisme pensé pour faire les ateliers papier peint et ensuite chaque personne va effectivement être dans la conception de ses motifs.
C'est plutôt sur la partie de communiquer nous sur les projets, où on n'associe pas forcément certains publics. Ça a pu arriver plutôt sur les outils de restitution, sur les journaux qu'on produit, où il y a des groupes de scolaires ou de gens qui nous sollicitent pour participer à ça. Mais c'est vrai que sur la partie des projets, en général, c'est pas forcément important. Je pense que c'est presque beaucoup de projets qu'on a vus aujourd'hui, où intervenant la communication est, je dirais, une part très très importante du projet, parce qu'en fait c'est une façon de produire de la pensée, de la communiquer. C'est-à-dire jusqu'à l'évacuation presque de l'usage de la vie de personne ne se sert encore, pendant quelques années, de la table. Donc quasiment pas d'usager d'une certaine manière. Mais par contre, on a une pensée qui doit être vue, qui doit être montrée, qui doit être... Je vais donner un exemple. Et donc il y a tout un... Vous utilisez des réseaux, peut-être là, non, mais nous on n'y était pas. Ouais, vous n'y étiez pas. En tout cas, par exemple, Charles, il a utilisé des réseaux pour... Ouais, bien sûr. Mais... Le revenu, c'était pas là. Et en fait, c'est une part très importante. Et là, c'est encore autre chose, parce que c'est la partie presque interprofessionnelle, quoi, disons, de nous, comment on va valoriser entre personnes du même milieu et échanger. Effectivement, ça fait du bien aussi ces temps-là, on prend un peu de recul sur l'action et on réfléchit à ça, mais c'est vrai que souvent, malheureusement, on a un peu la tête dans le guidon. Mais je rebondissais sur les outils de communication, par exemple, la rencontre Parlons Pigeon, qu'on a sérigraphié. C'est vrai que d'un coup faire des trucs qui interpellent, les gens disent Parlons Pigeon, mais c'est quoi ce truc, plutôt que la rencontre thématique autour du débat de est-ce que vous pensez que le pigeon c'est une bonne idée ou c'est difficile en ville. C'est vrai que souvent on essaye d'avoir un truc qui va capter autrement, parce que on dit aussi que on parle comme on voudrait qu'on nous parle, c'est-à-dire pas ou trop infantilisant ou trop démago. Donc c'est vrai que nous on utilise nos outils pour dire voilà, installons-nous ici et puis parlons. Est-ce que sur le projet de Saint-Denis, il y a un contexte qui fait que les pieds d'immeubles avaient été désertés, parce que c'est quand même étonnant, c'est que de la baraque humaine. Alors ça, j'ai envie de dire, s'il y a un contexte national du délaissement des pieds d'immeubles dans les zones de logements sociaux, aujourd'hui dans les réhabilitations, ce qu'on peut voir, c'est du barodage, des zones où on va éviter que les jeunes squattent en pied d'immeuble, on va éviter que les cages d'escalier soient accessibles. Il y a une priorité sur les digicodes plutôt que sur les espaces verts, et c'est vrai que nous, on travaille avec les gens qui... on va dire, qui nettoient et qui s'occupent de ces espaces verts-là. Aujourd'hui, on met de la pelouse et du Roundup pour caricaturer, mais c'est partout. Enfin, c'est pas que Saint-Denis, c'est pas que cette cité-là, c'est dans plein d'endroits, quoi. Il y a un repli sur la partie privée qui est majeur. Et vos actions sont des préfigurations, peut-être pour... Aujourd'hui, on travaille avec, par exemple, là, sur le territoire de Plaine Commune. Il y a, dans la continuité d'un cluster qui avait été monté, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Nuage qui a été monté avec une réflexion sur la possibilité de mettre la création et d'autres formes d'intervention, parce qu'eux n'ont pas la compétence culture, mais du coup de mettre la compétence culture dans d'autres services, type effectivement la voirie, les aménagements, la mobilité, etc., pour du coup faire de la préfiguration à une plus large échelle et effectivement transposer ces expériences qui sont à petite échelle ailleurs. Est-ce que vous avez fait des projets à partir du patrimoine? À partir du patrimoine, la notion de patrimoine, c'est interroger les gens et les faire interagir en fait à partir d'une antériorité. De partir sur l'idée de mémoire plutôt, oui, par des lieux. exemple, Alors ça, nous aujourd'hui, on la connaît souvent, on la prend en compte, mais c'est vrai qu'on évite de recréer a posteriori, disons, des gens qui sont aujourd'hui des fois on va avoir le cas sur différentes phases de moments où ils ont pu arriver sur le territoire et du coup donc ils peuvent avoir leur histoire antérieure à leur arrivée ici, ou d'autres personnes qui ont leur histoire sur le quartier, sur les changements du quartier.
mais qui sont souvent dans une approche, on va dire, pas mélodramatique, mais en tout cas qui figent beaucoup les choses à notre sens sur cette histoire commune, qui est souvent enfermante, parce qu'on est des fois dans une histoire subie aussi. Moi, j'aurais toujours rêvé d'aller dans les pavillons en face, mais finalement, je suis bloquée dans cet endroit-là. Donc, nous, rajouter un peu du rêve et de l'histoire à cet endroit-là, on ne le fait pas. Il y a des très beaux projets, par ailleurs, qui sont menés plutôt aussi par des artistes sur faire raconter les gens et prendre en compte l'histoire commune et la manière dont... Attention, nos projets prennent toujours en compte le contexte, l'histoire, etc. Mais c'est vrai qu'on n'intervient pas sur cet endroit-là, parce que l'idée, c'est aussi d'écrire ensemble l'histoire de demain, quoi. Donc l'histoire d'hier, elle nous intéresse. On échange beaucoup là-dessus, mais on ne se sent pas aujourd'hui d'écrire quelque chose et de figer trop quelque chose qui s'est fait par à-coups, par va-et-vient, par mouvement politique aussi. Voilà. Tu veux poser une question? Tu me regardes avec ton assistante. Oui. Alors la question que je me pose, c'est le rôle du designer dans la valorisation du patrimoine. Et si on parle du patrimoine immatériel, tout ce qui est savoir-faire, et si on parle de savoir, vous avez parlé du pont qui est un patrimoine ethnique. Parmi tous les intervenants pendant la journée, il y avait les mots, il y avait du design matériel, du design immatériel, savoir-faire, patrimoine, valoriser. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ce rôle que le designer peut s'approprier dans la valorisation du patrimoine immatériel? Alors, je ne sais pas si nous, on est à proprement parler dans de la valorisation immatérielle, puisqu'on est quand même sur un volet de valorisation peut-être du patrimoine matériel, pour le coup. C'est vrai que sur la partie d'apport au territoire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je suis bien sûre d'avoir compris la question, mais sur la partie d'apport sur un territoire, j'expliquais la nécessité d'intégrer un bailleur, une ville, etc. Parce que forcément, il va y avoir un plus, d'un coup, qu'il y ait plus de personnes qui participent, qu'il y ait un mobilier conçu avec les gens, etc. Le positionnement du designer, là, il est... déjà, nous, il n'y a pas un designer qui va se positionner, il y a une équipe pluridisciplinaire où il y aura un architecte, un gastronome, un urbaniste, etc. Et du coup, cette équipe-là, elle ne se met pas en retrait, mais elle se met en position, effectivement, de force et d'acte politique. On parlait tout à l'heure de pas forcément être dans du design politique, mais de faire politiquement du design. C'est pas politiquement correct nécessairement, mais d'être dans un acte qui va... notre but, c'est pas de valoriser les lieux, mais c'est d'un moment donné que les gens se sentent autorisés à être là, autorisés à faire, autorisés à... donc par le design, ça valorise, je dirais, davantage les gens que le patrimoine, même si, dans un second temps, le patrimoine est de fait valorisé. Si les gens s'en servent plus, s'il y a une meilleure gestion locale, s'il y a un respect des lieux, ça va de pair, quoi.